Les experts d'Europe 1, Alex Taylor pour l'Europe, Axel de Tarlé avec une petite odeur de parfum ce matin dans le studio, Alexandre Cara qui va nous parler politique dans le Nord et Anne Le Gall qui innove. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlé, c'est pas très original, c'est évidemment le cadeau star qu'on va trouver au pied du sapin, c'est le parfum. Voilà, le parfum qui répond à une logique économique qui est quand même un peu étrange. En gros, plus c'est cher et mieux ça marche. Exactement, et vous avez même maintenant des parfums ultra luxe. Je ne sais pas si vous connaissez l'incendiaire de Serge Lutens. Alors, si on vous offre ça à Noël, dites merci parce que le flacon de 50 ml coûte 450 €. Et quand vous faites un cadeau de Noël à Axel de Tarlé, la première chose qu'il regarde, c'est le prix. Exactement. Alors, tout le monde, parce que le parfum low cost, ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1988, il y avait Bic qui avait lancé un parfum vendu 25 francs à l'époque, donc ça fait 4 €. Johnny Hallyday aussi a lancé un parfum. Voilà, alors flop total pour le parfum Bic, parce que quand on achète un parfum, on achète plus qu'un liquide qui sent bon, on achète une histoire, on achète un univers, d'où l'importance d'ailleurs de tout ce qui est marketing et publicité qui coûte bien plus cher que le liquide. Oui, il faut que la bouteille soit belle. Exactement. Alors, si vous le liquide, c'est que 5% du prix du parfum. Si je vous décompose le prix sur un parfum vendu 100 €, le premier poste de dépense, c'est d'abord la distribution, 35 €. Parce que l'univers de la boutique est important. Et c'était l'un des problèmes de Bic, c'est que ce parfum low cost était en plus vendu dans des bars tabac. Donc, entre le tabac froid et le zinc avec le verre renversé. Bah oui. Donc, derrière la distribution en numéro 2, vous avez marketing, publicité pour payer l'univers de Marion Cotillard, des stars, etc. 25 €. Vous avez un problème avec flacon, non, pas du tout, c'est un univers. Ensuite, flacon emballage, je vous dis, c'est plus important que le jus. Donc là, il y a 10 €, flacon emballage. Et enfin, ce que donc les professionnels appellent le jus, le liquide, ce qu'on achète, ça vaut à peine 5 €. Donc le parfum dans la bouteille de parfum, c'est 5 €. Et encore, il y a certains parfums où c'est moins. Et bien sûr, vous avez quand même la marge. 15 €. D'ailleurs, c'est un secteur très rentable et c'est tant mieux parce que sachez que le parfum, les Français sont en pointe. C'est même le deuxième secteur le plus fort contributeur, enfin en excédent, derrière l'aéronautique. Ce secteur parfum et cosmétique a généré l'an dernier 9 milliards d'excédents, donc deuxième après l'aéronautique. Oui, c'est un peu rappelé tout ça, non? Parce que si moi, c'est très rare que je reçoive des parfums, mais j'ai aucune idée de combien ça vaut. Donc, est-ce que les gens vont aller après? Parce qu'on vous les offre, mon cher Alex. Mais ceux qui vous les offrent connaissent le prix du parfum qu'ils vous offrent. Oui, en mais tout cas, je vous en parle pas. En ce moment, dans ce studio, on se croirait chez Mariono, tellement il y a d'odeurs différentes. On enchaîne avec vous, Alexandre Cara. Ce matin, vous nous révélez que Xavier Bertrand et Martine Aubry se parlent de nouveau. C'est ça, Thomas. Le nouveau président du conseil régional de Nord-Pas-de-Calais-Picardie a rencontré hier Martine Aubry dans son bureau à la mairie de Lille. La rencontre entre les deux adversaires politiques a duré 2 heures. Et imaginez-vous, c'est très bien passé. Donc, si vous nous dites que ça s'est très bien passé, c'est que vous savez ce qu'ils se sont dit. On se souvient que pendant la campagne, l'un n'avait pas eu de mots assez durs contre l'autre et réciproquement. C'est vrai, Thomas. C'est très simple. Xavier Bertrand est venu demander à la maire de Lille de travailler avec lui. Ils ont épluché tous les deux l'ensemble des dossiers régionaux. Et surtout, Xavier Bertrand a proposé à la maire de Lille qu'ils se retrouvent tous les 2 mois dans le cadre d'une conférence régionale territoriale pour se concerter, incroyable, et éviter les affrontements inutiles. Et dites-moi, en PACA, l'autre région où le PS s'est désisté, ce qui a permis la victoire de Christian Estrosi, ça se passe comment? Eh bien là aussi, ça va vous surprendre, mais c'est le même tempo. Christian Estrosi a rencontré dès lundi l'ex-président du conseil régional, le socialiste Michel Vauzel, et là aussi, Christian Estrosi a proposé aux élus de gauche de travailler avec eux régulièrement dans le cadre d'un conseil territorial. Et Nicolas Sarkozy, il est d'accord? Comment la direction parisienne juge-t-elle ces initiatives locales? Alors non, pas vraiment, vous en doutez, Axel. Christian Estrosi et Xavier Bertrand se sont concertés. Eux, ils se sont appelés dès lundi matin avec une volonté commune, évidemment, prendre leur distance avec l'état-major parisien. De plus, ils n'ont pas hésité l'un et l'autre à critiquer la stratégie de Nicolas Sarkozy. Alors, ce qui fait qu'en ce moment, entre les deux nouveaux élus et Nicolas Sarkozy, c'est très simple, on ne s'appelle pas et surtout, on ne se parle plus. Et puis, ils ont un point commun, Estrosi et Bertrand, c'est que tous les deux ont renoncé à la primaire. Ils ne seront pas candidats finalement à la primaire. Exactement. Alors, à cette différence, c'est qu'effectivement, Christian Estrosi ne parle plus avec Nicolas Sarkozy, mais il a annoncé qu'il soutiendrait quand même Nicolas Sarkozy pour la primaire. Ça, j'ai l'impression que l'épisode va avoir de multiples rebondissements. C'est fort possible. On va aller à Bruxelles. Tiens, on va dîner à Bruxelles ce soir avec Alex Taylor. C'est le dîner de la dernière chance pour votre Premier ministre, David Cameron. Oui, effectivement, il présente ses exigences devant les autres chefs de gouvernement pour que la Grande-Bretagne puisse rester dans l'Union européenne, notamment que les chômeurs européens non britanniques en Grande-Bretagne doivent attendre 4 ans avant de toucher des allocations chômage. Le problème, c'est que c'est 27 contre 1, car c'est discriminatoire et heurte le principe fondamental de l'égalité de traitement au sein de l'Union européenne. Alors, on sait que ce qui
se joue, c'est l'éventuel Brexit, peut-être la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Oui. Donc il y a intérêt à ce qu'il y ait un compromis quand même. Il va y en avoir un ou pas? Non, le ton n'est pas du tout. J'ai regardé la presse britannique ce matin qui parle d'un handbag moment. C'est un moment sac à main, faisant référence à Thatcher en 84 qui a exigé, vous vous rappelez, I want my money back. Rendez-moi mon argent. Ristourne, oui. Elle l'a eu plus, oui, comme vous dites. Alors ce matin, le plus grand sondage jamais réalisé en Grande-Bretagne à la une du Télégraphe, 47% des Britanniques pour quitter, 38% seulement pour rester. Mais le vrai problème, encore plus grave que ça, c'est que Merkel commence à lâcher. Elle a dit au Bundestag hier qu'elle n'accepterait pas un changement. La reine des compromis est de plus en plus énervée, visiblement, par l'attitude bulldog, c'est ça ou rien, de Cameron. Et alors, quelle pourrait être l'issue des discussions? J'ai mes sources à Downing Street quand même qui parlent de... C'est pour ça que vous êtes là, mon cher ami. De murmurings, des murmures. Alors, il y a peut-être une obscure option danoise. C'est-à-dire il faut savoir que les Danois, je ne savais pas, ont le droit de ne pas vendre leur maison à des étrangers. Ah bon? Ils ont négocié ça en 1974. Donc les Danois qui sont dans l'Union européenne. Oui, c'est ça. Donc, c'est un précédent. Sinon, les chômeurs britanniques devront eux aussi attendre 4 ans avant de toucher des prestations. C'est peu probable. En tout cas, l'ambiance sera très tendue ce soir, car je trouve que l'Europe trouve le pudding britannique de plus en plus indigeste en ce moment. Je les comprends. On les aime bien, ces Anglais, quand même. Ouais, ça nous mais ferait de la peine qu'ils sortent. Non, mais ce que les Britanniques ne disent jamais. Moi, je passe ma vie à envoyer des emails, à appeler les chaînes pour qu'ils disent qu'il y a 2 millions de Britanniques comme moi qui bénéficient de tout ça dans le reste de l'Europe. Mais on ne dit jamais. Les Britanniques ont l'impression que toute l'Europe afflue chez eux parce que depuis quelques années, ça va un peu mieux économiquement. Mais on ne dit jamais qu'il y a 2 millions d'entre nous qui bénéficient de Alex, tous ces droits en Europe. Personne ne le dit. Alex, mouillez votre chemise. Vous faites un pronostic. Vous pensez quoi, vous? Je pense qu'il faut que je m'approche de plus en plus de vous, mon cher Alexandre Cara, parce qu'il va falloir que j'ai des papiers d'identité pour rester ici sur Europa, parce que la Grande-Bretagne va sortir. 47 contre 38 ce matin, dernier sondage. Oui, dis donc, c'est d'ici un an que ça va se jouer. Ça, c'est avant. C'est avant la fin 2017, mais on ne sait pas. C'est lui qui décide. Allez, ne vous déprimez pas trop. On va innover tout de suite avec une imprimante. Vous garder. Nous, on le garde. C'est bien gentil. On innove avec Anne Le Gall. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Et oui, ça c'est positif. Vous avez déniché une imprimante écolo, Anne. Oui, cette machine de 2,50 m de long a été présentée au Japon en avant-première mondiale, car en plus d'imprimer, elle permet de fabriquer du papier à partir de feuilles usagées. Donc c'est comme si on avait une mini-usine de recyclage au bureau. Cette machine conçue par Epson peut avaler et recracher 14 feuilles de papier par minute. Donc on a une ramette au bout de, Axel, toutes les 30... c'est 500 feuilles, une ramette, on a toutes les 35 minutes. Et surtout, on n'a plus... J'ai fait le calcul dans l'autre sens. Et surtout, on n'a plus le vieux tas de papier brouillon qui traîne sur le bureau en attendant le recyclage. Là, tout se fait sur place. Ouais, parce que justement, j'étais en train de me dire, c'est vrai que c'est ralent ces photocopieuses là. Tant qu'on imprime des trucs, on imprime abat des forêts tous les matins. La Bible. Aussi, hein, comment ça fonctionne alors? Alors, le papier est d'abord broyé, réduit à l'état de fibre. Ensuite, l'encre est éliminée par filtrage et puis grâce à des agents blanchissants. Et puis, il y a des produits liants qui sont ajoutés à la pâte qui est ensuite pressée pour donner naissance à une feuille de papier blanche et lisse. La machine peut fabriquer à la demande des feuilles, des cartes de visite, tout ceci sans utiliser d'eau. On connaissait déjà le nettoyage à sec pour les vêtements. Maintenant, on a le recyclage à sec pour le papier. C'est une imprimante ou c'est une usine, votre truc? Ça a l'air un peu trop beau pour être vrai, non? C'est vrai qu'en attendant la mise sur le marché l'année prochaine au Japon, on a quand même quelques petites interrogations sur les produits chimiques utilisés, mais vraiment, on espère que si elle recycle, mais qu'elle pollue davantage que ce qu'elle recycle. On espère quand même que ce sera aussi écolo que promis. Ce ne sera pas du luxe, parce que vous savez combien d'arbres on abat chaque personne chaque année en besoin de papier? Chaque personne. 6 arbres par personne par papier. Incroyable. En papier, exactement. Dis donc. C'est énorme. On va faire nos chroniques demain sur nos smartphones. Mais c'est ce qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait faire. Évidemment. Vous n'hésitez pas, vous réagissez sur Twitter aux experts d'Europe 1. Alors je ne sais pas qui est cette Versale qui écrit ce tweet. Tellement bel homme, cet Alexandre Cara. C'est pas la tonalité de ce qu'on attend de vous, chers auditeurs. Mais c'est pas faux. Il est beau, notre Cara. Et il revient demain à 7h15 avec les experts. Sont juste jaloux. Vous voyez qu'ils sont déjà devant leur ordinateur. C'est vrai. C'est possible de parler du fond là? Non, oui. Là, on n'est pas loin de le toucher, donc on va s'arrêter là. À demain. Europe